Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode et comme promis, je vous retrouve donc avec une interview sur un sujet qui m'a été fortement demandé suite à l'épisode que j'avais fait avec le docteur Mosba, donc elle est gynécologue. Elle est intervenue 2 fois sur le podcast, dont la première fois pour nous parler du cycle féminin, des troubles de santé féminine, etc. Et suite à cela, beaucoup m'ont demandé s'il était possible de faire également un épisode, cette fois concernant la ménopause et les phases qui arrivent avant la ménopause. Et donc pour ça, j'ai fait appel à une collègue à moi que j'apprécie énormément et dont j'aime beaucoup le travail. Il s'agit de Céline Ovette, qui est donc spécialisée en santé hormonale et santé féminine. Et donc c'était un réel plaisir d'échanger avec elle sur le sujet parce que moi c'est pas vraiment ma spécialité, même si j'aime apprendre tous les jours de nouvelles choses. J'espère que vous aussi ça vous plaira, que vous soyez concernés par la situation ou non, peut-être que d'autres personnes dans votre entourage seront concernées et donc vous pourrez peut-être leur apporter des pistes pour les aider à mieux vivre cette transition et cette période. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis, que ce soit sur Apple Podcasts ou directement sur Spotify, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il vous a plu. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc, je les attends avec impatience, j'ai hâte de les lire. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'épisode du jour et je vous souhaite une agréable écoute. Coucou Céline et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et d'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas, on a fait notre école de naturo ensemble. Mais bon, j'aimerais quand même que tu puisses toi te présenter et nous en dire un petit peu plus également sur ton parcours si ça te va. Eh bien oui, bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous et merci pour ton invitation. Et en effet, je suis ravie qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode de podcast. Donc, je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe comme toi. Et moi, je me suis spécialisée sur les problématiques féminines et hormonales. Donc, très concrètement, j'accompagne les femmes de la puberté à la ménopause et donc à travers toutes les problématiques qu'elles peuvent avoir et je les aide à retrouver leur équilibre par des moyens naturels. Super, écoute, je te remercie et justement ça m'amène à ma question de savoir pourquoi tu as souhaité toi particulièrement te spécialiser dans la santé hormonale et féminine. Alors ça c'est une bonne question parce qu'effectivement c'était pas du tout le plan du départ. Au départ je voulais plutôt me spécialiser dans la gestion du stress etc. puisque moi-même ayant travaillé dans une banque sous pression pendant pas mal d'années j'en ai fait un petit peu les frais et donc je souhaitais au départ accompagner les personnes dans la même situation que moi. Et en fait il s'avère que dans le cadre des premières consultations que j'ai eues, j'ai particulièrement attiré les femmes qui avaient toutes des problématiques hormonales. Donc ça a commencé par l'endométriose, la ménopause, les troubles du cycle, etc. Donc j'ai dû effectivement consolider mes connaissances sur ce sujet, puisque c'est vrai que c'est pas forcément des sujets qu'on creuse énormément pendant les études de naturo. Donc j'ai repris des formations à droite et à gauche, j'ai commencé à dévorer un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet et voilà comment je me suis spécialisée. C'est tout simplement mes consultantes qui m'ont amenée à me spécialiser là-dedans.
Super, bah écoute, c'est vrai que c'est souvent, voilà, le chemin, des fois, on le choisit pas forcément, il vient plutôt à nous, donc ça a été ton cas. Et aujourd'hui, on va parler donc d'une thématique qui n'a pas encore été abordée sur le podcast, parce que on a déjà parlé de santé féminine, mais j'ai eu des demandes et de toute façon, j'avais pensé pour les personnes effectivement qui sont dans le cas de la préménopause et de la ménopause. Et donc, ça fait partie de tes spécialités. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'il va se passer en fait dans le corps, les changements qu'il va se passer durant ces deux phases de transition afin de définir un petit peu plus concrètement ce qu'est véritablement la préménopause et du coup la ménopause. Alors oui, alors moi de mon côté, je distingue même 3 phases, c'est-à-dire la préménopause, la périménopause et la ménopause qui est un constat, et puis on tombe après directement dans le post-ménopause. Alors, qu'est-ce qui distingue la préménopause de la périménopause? Alors déjà, la préménopause, il faut savoir que c'est un état, on va dire, qui va commencer à peu près dès l'âge de 35-40 ans, où on arrive un petit peu, on a épuisé un petit peu notre stock de follicules, donc évidemment il en reste, puisqu'on vient à la naissance avec un stock de follicules, et il va y avoir une attrition naturelle de ce stock au fil de l'âge, au fil des cycles, et donc vers 35-40 ans, on arrive un petit peu au bout de ce stock, ce qui fait que les follicules qu'il reste, et notamment les ovulations qui vont en découler, vont être beaucoup moins qualitatives et beaucoup moins quantitatives. Ce qui fait que cet équilibre entre le niveau des œstrogènes et de la progestérone qui caractérise, on va dire, un cycle équilibré qui se passe plutôt bien, va commencer à changer. Et ce qu'on va avoir en période de préménopause, c'est d'abord une baisse de la progestérone, ce qui fait que les œstrogènes vont se retrouver naturellement dominants. C'est ce qu'on appelle la dominance des œstrogènes relative à la progestérone. Et les œstrogènes étant des hormones prolifératives, donc c'est ce qui bâtit l'endomètre en première partie de cycle, c'est ce qui fait pousser les seins, c'est ce qui retient l'eau dans les tissus. Donc c'est souvent pour ça que quand on est jeune, on a une peau qui est pulpée, hydratée, on a de beaux cheveux, etc. Mais que, avec l'âge, la peau va devenir plus sèche, plus fine, on va avoir tendance à faire de la rétention d'eau. Ces hormones étant prolifératives, on peut avoir en période de préménopause des problématiques de cycle, en tout cas de règles qui vont être plus abondantes, les seins qui vont être beaucoup plus tendus, cette fameuse rétention d'eau dont je parlais tout à l'heure. Et puis la progestérone, qui est une hormone relaxante apaisante, comme elle baisse, forcément on va avoir de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, on va se retrouver beaucoup plus énervé, beaucoup plus stressé. Donc ça, c'est vraiment cette période de préménopause qui va se caractériser plutôt par des symptômes un peu physiques et psychiques, mais à ce moment-là, les cycles restent réguliers. Ça, c'est important de le noter. Donc ça, c'est une période qui commence 5 à 10 ans avant l'âge moyen de la ménopause, donc on va dire à peu près entre 40 et 45 ans, mais du fait du stress, des perturbateurs endocriniens, ça peut commencer bien avant, dès l'âge de 35 ans. La période de la périménopause, elle, c'est plutôt 3 à 5 ans avant la ménopause, donc à partir de 45 ans, on va dire. Et là, le niveau des œstrogènes va commencer à baisser. Donc, on va se retrouver avec des niveaux hormonaux qui vont être assez bas. Et puis, la caractéristique majeure de la baisse des œstrogènes, ça va être les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse de la peau, la sécheresse vaginale, mais aussi les autres muqueuses, donc la bouche et les yeux, par exemple. Et puis, d'autres troubles, mais surtout les irrégularités du cycle qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est pour bien distinguer, préménopause, périménopause. Et puis donc la ménopause, qui est un constat, c'est-à-dire que c'est l'état que l'on constate après une absence de cycle, en tout cas de règles, pendant une durée de 12 mois consécutive. Et donc on passe ensuite tout de suite dans la période de post-ménopause. D'accord, merci. Et justement, est-ce que peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, nous faire trois petites listes, on va dire, des symptômes clairs de la périménopause, même si tu nous en as déjà parlé, mais de refaire un petit récap. Donc, les symptômes périménopause, préménopause et ménopause, comme ça, les personnes elles peuvent se voir un petit peu où est-ce qu'elles sont situées. Alors, les symptômes de la préménopause, c'est tout ce qui est plus. C'est-à-dire les seins tendus, les seins qui gonflent, la prise de poids, les ballonnements, la rétention d'eau, les règles qui vont être un peu plus abondantes, voire hémorragiques. C'est tout ce qui va être un peu prolifératif et plus. Et puis, la périménopause, c'est plutôt le moins. C'est-à-dire des cycles qui se raccourcissent, des règles qui vont être moins abondantes, une peau qui est moins hydratée, donc plus sèche. Ça va plutôt être tout ce qui va être en moins.
Et puis après, alors on a aussi d'autres choses qui arrivent, donc après la ménopause. Donc là, c'est des risques au niveau santé un peu particuliers et qui nécessitent un véritable suivi médical. C'est les risques cardiaques et les risques sur le système donc osseux, donc ostéo-articulaire. Pourquoi ? Parce que les œstrogènes que l'on sécrète pendant la vie reproductive ont un rôle protecteur sur le cœur et sur la santé des os. Et donc quand au moment de la ménopause, il y a un arrêt de la sécrétion de cet œstrogène protecteur, eh bien le risque cardiovasculaire des femmes va rattraper celui des hommes. Or, les symptômes des accidents cardiovasculaires chez les femmes sont très différents de ceux des hommes. Et en cours de médecine, il faut savoir qu'une grande partie de l'anatomie et de la physiopathologie est encore apprise sur des corps de type masculin. Et donc, les professionnels vont pas forcément avoir les bons réflexes parce que ces symptômes vont être complètement différents. Donc quand une femme va se plaindre effectivement d'une douleur à la poitrine ou d'une sensation d'étouffement, etc., on va lui dire que c'est le stress, alors qu'un homme, on va tout de suite avoir le réflexe de penser au risque cardiovasculaire. Et c'est aussi pour ça que les femmes doivent connaître ces risques et avoir un suivi aussi par rapport à ça après la ménopause. Et d'ailleurs, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis là, mais moi j'ai ma maman du coup qui est du coup, attends, c'est pas la c'est la péri, du coup ménopause, et c'est vrai que elle a des problèmes de cholestérol très très importants qui sont pas expliqués par son hygiène de vie parce que elle suit mes conseils, elle mange quand même très très bien, et malgré les recommandations alimentaires de son cardiologue, le taux de cholestérol ne bougeait quasiment pas. Et je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre que ça coïncide avec justement ton histoire. Moi, je pensais que c'était la préménopause, du coup, mais donc de périménopause. Et donc, je lui ai donné une plante, on en reparlera plus tard, mais je lui ai donné une plante, donc la maca, la vraie, celle du Pérou. En 2 mois, ça a été le jour et la nuit en termes de cholestérol, quoi. Alors qu'elle n'avait pas fait plus en termes alimentaires que ce qu'elle faisait déjà. Et la différence, par contre, se faisait ressentir sur le cholestérol. Donc c'est vrai que c'est important de le signaler parce que moi, ça m'a angoissé de me dire, bah en fait, ils veulent la mettre sous statine, alors qu'on connaît en plus les effets. Mais je me dis, mais il y a forcément une explication derrière tout ça. Donc quelle est cette explication ? Et c'est là que je me suis dit, j'ai cherché plutôt dans les ressources anglophones, parce que c'est vrai qu'en français, c'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans les symptômes de la périménopause, cholestérol élevé, etc., des risques cardiovasculaires, alors que c'est un fait, et que juste en rééquilibrant l'aspect hormonal, ah bah bizarrement, comme par magie entre guillemets, ça disparaît quoi. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler, et on se rend pas forcément compte des effets, et comme tu l'as dit tout à l'heure, même au niveau ostéo en fait, de tout ce qui va être osseux, etc., d'avoir justement des impacts aussi là-dessus. On pourrait se dire quel est le lien entre la santé hormonale féminine et la santé cardiovasculaire ou autre, alors qu'au final, il y a un très grand lien, quoi. Donc, merci de le rappeler, en tout cas. Non, c'est ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, et c'est aussi pour aider les personnes qui pourraient être dans le même cas que ta maman, il faut savoir que le cholestérol, il est apporté à hauteur de 20 à 30% par l'alimentation, et le reste, c'est le foie qui le fabrique. Donc, si vous avez déjà une bonne hygiène alimentaire ou que elle n'est pas forcément bonne et que malgré vos efforts et les modifications que vous faites, le cholestérol ne baisse pas, il faut effectivement se pencher sur le côté hormonal. Et donc, c'est pas en consommant zéro matière grasse, etc., qu'on va régler le problème. Parce qu'il faut pas non plus oublier que le cholestérol, on en a quand même besoin un petit peu, puisque c'est quand même le matériel de base de synthèse de toutes les hormones stéroïdiennes. Donc voilà, il faut se poser la question aussi de cet équilibre hormonal, et c'est souvent là que réside la clé. Donc c'est vraiment super d'avoir mis le doigt dessus, en tout cas pour ta maman avec la maca en effet. Ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est important effectivement de le savoir, et d'où l'épisode aujourd'hui, pour aider un maximum de femmes qui sont également dans cette situation et qui pourraient effectivement se sentir perdues et frustrées, parce que moi, maman qui aime à la base beaucoup le fromage, même si elle le consomme en plus toujours de qualité, mange quasiment pas de viande et tout, et je dis mais tu peux en manger même des œufs, et donc elle a commencé à avoir peur d'en manger juste pour ça en fait, alors que l'alimentation, je la vois, c'est nickel, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir frustré, ça rajoute du stress, enfin c'est vraiment pas top. Alors que le problème, la cause n'était pas du tout alimentaire, et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on le sait que l'excès de cholestérol ne vient quasiment pas de l'alimentation, en fait. Et c'est effectivement des problématiques souvent qui sont liées au foie et autres, mais voilà. Donc, est-ce que tu pourrais justement peut-être nous indiquer quelles vont être les causes, les raisons
qui font que une femme peut très bien vivre ce changement dans son corps sans avoir nécessairement plus de symptômes que ça. Et d'autres qui vont être vraiment submergées de symptômes, qui vont très mal le vivre. Donc, quelles vont être les causes du coup de ces dérèglements au-delà du changement à proprement parler hormonal, mais voilà, sachant d'une femme à une autre, on n'a pas du tout les mêmes symptômes, quoi. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, y a pas déjà une ménopause, mais des ménopauses, parce que chaque femme va la vivre un peu différemment. Une femme n'aura pas non plus les mêmes symptômes. Et par rapport au fait que certaines femmes la vivent bien et d'autres pas, alors moi je me suis rendu compte, mais c'est le cas aussi, on le sait un petit peu aujourd'hui dans la littérature, que déjà celles qui vont traverser cette période, on va dire sans trop de dommages, c'est celles qui vont a priori à la base déjà avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que la ménopause, elle ne va faire que exacerber des déséquilibres hormonaux qui étaient peut-être présents, latents. Et donc, du fait effectivement de cette balance hormonale, équilibre, en tout cas rapport entre œstrogène, progestérone qui va bouger, ça peut du coup renforcer ou déclencher de gros déséquilibres et donc avec parfois des symptômes qui vont être assez effectivement importants et handicapants avec beaucoup de retentissement. Donc ça, voilà, déjà l'hygiène de vie de base. Mais il y a aussi, et ça c'est assez injuste, des personnes qui ont une bonne hygiène de vie et qui vont quand même avoir énormément de symptômes, et d'autres qui ont des hygiènes de vie assez délétères et qui vont la passer tranquille. Donc voilà, c'est un peu, il n'y a pas forcément de règles universelles. Ce qui est certain, c'est que là aussi, celles qui vont traverser cette période, on va dire peut-être mieux que les autres, plus facilement que les autres, c'est aussi celles qui se rendent actrices. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire que subir, se plaindre, et en tout cas, voilà, c'est surtout celles qui vont tester des choses aussi, qui vont avoir un peu de prise sur ces symptômes et pouvoir trouver un soulagement. Alors, je sais que changer son hygiène de vie, c'est toujours très coûteux en termes de modification d'habitude, en termes d'expérimentation, en termes de temps. Mais voilà, il y a quand même des impondérables que sont l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress. Ça, c'est les 4 piliers qui reviennent tout le temps. Si on les travaille bien et qu'on arrive à avoir un certain équilibre, en général, ça se passe quand même assez bien. Après, voilà, il y a quand même des exceptions malgré tout de femmes qui font tout ce qu'il faut et qui, malheureusement, continuent d'avoir des symptômes compliqués. D'accord, donc oui, ça pourrait être effectivement, je pense, génétique, même si des fois j'ai un peu du mal avec le côté génétique parce que souvent on balance beaucoup de choses dedans alors qu'au final c'est pas tant ça. Mais du coup, et je rebondis sur ce que tu disais au début, est-ce que ça pourrait pas aussi venir tout simplement de personnes qui certes ont une bonne hygiène de vie, mais il y en a qui sont beaucoup plus exposées pour certaines raisons aux perturbateurs endocriniens que d'autres. Des fois, on pense avoir une bonne hygiène de vie, mais l'environnement est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui arrivera justement vraiment sur, à proprement parler, les perturbateurs endocriniens. Mais est-ce que ça peut aussi être finalement une explication, comme tu disais, que ça peut même provoquer une préménopause beaucoup plus tôt, au final, que ce qui est prévu de base, entre guillemets, quoi. Alors là, si tu me lances sur le sujet des perturbateurs endocriniens, Marina, attention, parce que ça fait partie aussi de mes sujets de prédilection et de sensibilisation auprès de mes consultantes et de mes abonnés. Alors, effectivement, pourquoi aussi aujourd'hui on vit une époque où il y a autant de troubles hormonaux chez les femmes, contrairement peut-être à nos grands-mères ou nos mamans encore, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un bain invisible de perturbateurs endocriniens. Il y en a vraiment partout. C'est très difficile de les éviter, même quand on y porte une grande attention. Et donc oui, la ménopause, c'est aussi une période de vulnérabilité par rapport à ces perturbateurs endocriniens et qui peuvent expliquer pourquoi il y a des prises de poids rebelles qui résistent à tout, pourquoi il y a autant de problématiques de cycle, etc. C'est parce que y a des perturbateurs endocriniens en abondance dans notre environnement. Moi, je passe beaucoup de temps, d'ailleurs j'avais une consultation ce matin, à demander, quand j'aborde le sujet de la peau, des cheveux, etc., de dire, qu'est-ce que vous utilisez comme produit ? Est-ce que vous faites attention
à la qualité des produits que vous utilisez. Et là, on va me dire, ah oui, mais j'utilise telle marque, alors des marques de parfumerie, etc. Il n'y a rien de pire parce qu'on vous vend un produit qui est bourré de cochonneries à prix d'or, alors qu'il y a plein de petites marques accessibles ou même des produits bruts, une huile végétale, voilà, qu'on va pouvoir utiliser de différentes façons. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis ils sont pas que dans les cosmétiques, bien sûr, les produits ménagers, les meubles, les tapis, le tissu d'ameublement, il y en a vraiment partout. Et c'est un vrai problème de santé publique, selon moi. On l'a vu aussi avec la pollution de l'eau, qui est un sujet qui est revenu là récemment ces dernières semaines. Moi, j'en avais parlé déjà dès l'année dernière sur la base d'articles qui avaient été écrits par Le Monde et il n'y avait pas eu du tout d'écho, de retentissement. Donc, je suis bien contente qu'on en reparle. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 12 millions de Français, et c'est probablement plus, qui ont une eau au robinet qui est polluée. Mais on vous fait croire qu'elle est potable parce qu'on a tout simplement relevé les seuils de contamination, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de trouver la source de la pollution exacte et puis surtout de prendre des mesures efficaces pour réduire tout ça. Donc, il faut savoir que c'est une eau qui est quand même utilisée pour la cuisson des aliments. Certaines l'utilisent pour faire les biberons. Voilà, c'est quand même un vrai problème de santé publique et on ne fait rien, effectivement. Donc il faut sensibiliser là-dessus et faire en sorte que les consommateurs, les consommatrices se tournent de plus en plus vers des produits qui ne contiennent pas toutes ces molécules. Oui, bah c'est ça, et c'est pour ça que déjà les personnes peuvent retrouver beaucoup de choses sur ton compte, donc on leur partagera après. Donc sur ton compte Instagram où tu partages énormément sur les perturbateurs endocriniens, et il y a justement aussi une interview qui est prévue, qui est vraiment dédiée à 100% sur le sujet pour sensibiliser au maximum, parce que comme tu le dis, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et comme effectivement la société, l'État ne fait rien pour ça, eh bien, c'est à nous, en fait, de nous responsabiliser, de savoir, parce qu'on ne peut pas se responsabiliser tant qu'on ne sait pas. Et donc, ça sera justement l'objectif de l'épisode. Mais du coup, est-ce que c'est possible, c'est peut-être une question bizarre, mais est-ce que c'est possible de détecter justement l'origine du fait qu'on va mal vivre, par exemple, une ménopause, via des bilans, des analyses, ce genre de choses? Non, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de test qui pourrait nous orienter là-dessus. Alors, il y a des tests qui existent en biologie préventive qui vont plus être pour savoir un petit peu comment, par exemple, on va détoxifier les œstrogènes au niveau du foie. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand, par exemple, il y a des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Parce qu'aujourd'hui, pareil, ce sont des cancers qui sont malheureusement très répandus et il ne faut pas s'étonner. C'est en rapport avec ce qu'on évoquait avant. Donc, par exemple, chez des personnes qui vont avoir un terrain à faire des fibromes, de l'endométriose, ou qui ont par exemple des mastoses au niveau des seins, on peut orienter vers des tests de biologie préventive. Donc c'est des tests qui ne nécessitent pas de prescription médicale puisque vous pouvez les acheter vous-même auprès de labos qui les proposent, où on va doser le rapport entre guillemets, le bon et le mauvais métabolite œstrogénique. Donc ça nous permet de savoir si vous êtes dans une fourchette de normalité et donc si le foie détoxifie bien ou au contraire si vous avez un excès de métabolites plutôt toxiques et donc qui peut être impliqué dans la survenue de certains cancers hormonodépendants. Pour autant, si on est dans ce cas, ça ne veut pas non plus dire qu'on va absolument déclencher un cancer hormonodépendant. Ça veut dire qu'on augmente son risque. Et donc, si c'est le cas, on a en naturopathie, là aussi, des moyens d'aider à revenir sur la bonne voie en utilisant certaines plantes qui vont permettre au foie de bien détoxifier, de mettre en place une bonne hygiène de vie, etc. Donc ça, c'est le cas pour justement ces phénomènes de dominance œstrogénique. Après, c'est plutôt des tests préventifs pour, entre guillemets, prendre de l'âge en bonne santé, le profil des acides gras, le stress oxydatif, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas un test qui permettrait de savoir, votre ménopause va bien se passer ou pas. Non, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Mais ce qui est certain, c'est que les perturbateurs endocriniens dont on a parlé, mais surtout le stress chronique, parce qu'aujourd'hui, qui n'est pas stressé de manière chronique dans notre société, ça, ce sont vraiment deux contributeurs majeurs à des ménopauses compliquées, mais aussi à l'ensemble des troubles hormonaux chez les femmes. Oui, c'est ça, et c'est important de rappeler le stress parce que, en tout cas, après, c'est que mon avis, mais effectivement, on est
rempli de toute façon de polluants, que ce soit au-delà même des perturbateurs endocriniens, le nombre de polluants dont on doit faire face chaque jour. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que le corps, habituellement, il a les capacités d'élimination qui peuvent être malheureusement mises à mal quand on doit faire face à un stress chronique qui va justement rendre très difficile ce processus d'élimination. Donc si ce processus est déjà difficile et qu'en plus on a une quantité astronomique à côté de choses, de substances à éliminer, ça fait beaucoup. Alors que si on agit sur ce fameux stress et que de notre côté, parce que c'est impossible de tout retirer, parce que voilà, on est même l'air, enfin au bout d'un moment on peut pas tout contrôler, mais en tout cas de faire son maximum au quotidien pour éviter, comme tu le disais, via les cosmétiques, enfin toutes ces choses-là dont on parlera dans un autre épisode, mais de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, effectivement, ça sera toujours mieux que de laisser son stress et de ne pas aider son corps à facilement se défendre et éliminer justement ces substances-là. Donc ouais, le stress, effectivement, est à la base de tout, je pense, aujourd'hui. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le déséquilibre du système nerveux, si celui-ci ne va pas bien, alors que c'est lui qui gère justement aussi les fonctions hormonales, ça devient compliqué. C'est ça, il y a un lien très intime entre système nerveux et système endocrinien. En gros, si le corps est occupé à calmer le feu sur le système nerveux, le système endocrinien ne va pas bien fonctionner et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment très important de le rappeler. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu d'alimentation. Bon, au-delà des règles, maintenant, je pense que les auditeurs, auditrices là, qui nous écoutent connaissent à peu près. Mais est-ce que concernant vraiment la transition entre justement donc de la péri jusqu'à la ménopause, est-ce que tu aurais peut-être des conseils alimentaires un peu plus spécifiques pour cette période-là, pour aider justement à bien traverser cette période? Oui, alors j'en ai quelques-uns avec des exemples, mais premier conseil pour moi, c'est les protéines. Je vois énormément de femmes qui ne consomment pas assez de protéines et ça peut avoir des effets délétères. Les protéines, alors en général, le moyen de retenir tout ça, c'est à peu près de dire, voilà, mon besoin c'est à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Donc par exemple pour une femme de 60 kg, ça représente à peu près 60 grammes de protéines, mais 60 grammes de protéines, c'est pas 60 grammes par exemple de blanc de poulet. Dans un blanc de poulet, il y a à peu près 20 grammes de protéines, donc il faut aller chercher d'autres sources, alors qu'elles soient d'ailleurs d'origine animale ou végétale, mais il faut combler à minima ses besoins en protéines. Pourquoi ? Parce que déjà les protéines, elles sont essentielles pour le bon fonctionnement on va dire du système nerveux, en tout cas des neurotransmetteurs, que ce soit la dopamine, la sérotonine, on a besoin d'acides aminés, donc les acides aminés étant les toutes petites briques qui constituent les protéines pour les fabriquer, sachant que déjà les hormones vont influencer ces niveaux de sérotonine, dopamine, donc c'est important déjà qu'on ait bien les petites briques de base pour bien les synthétiser. C'est important aussi, pourquoi ? Parce qu'avec l'âge et la baisse du métabolisme, on va avoir tendance à perdre la masse musculaire et à prendre du gras. Or, le gras, c'est un tissu endocrinien. On l'oublie souvent, mais il a la capacité de synthétiser des hormones et notamment des œstrogènes. Donc c'est un certain type d'œstrogène. C'est d'ailleurs le tissu gras qui, après la ménopause, va continuer de synthétiser un certain type d'œstrogène. Donc ce qui se passe, c'est que si, par exemple, effectivement, une femme arrive au moment de la ménopause complètement drainée, fatiguée, sachant que les surrénales produisent aussi un certain type d'œstrogène, eh bien, si cette production n'est pas suffisante, c'est le tissu gras qui va prendre le relais. C'est ce qui explique qu'il y ait des femmes qui vont prendre 5, 10, 15 kilos au moment de la ménopause. C'est parce que le corps cherche à ce qu'on ne manque de rien. Et comme cette production d'œstrogène par les surrénales a du mal à démarrer ou à être suffisante, eh bien, c'est le tissu gras qui prend le relais. Donc, quand on prend du poids beaucoup au moment de la ménopause, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et le corps cherche tout simplement à ce qu'on continue, nous, d'être bien et donc à produire ce fameux œstrogène. Donc, vraiment, les protéines, c'est essentiel. Le bon gras aussi, parce que là encore, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de prendre du poids au moment de la ménopause. Mais la solution, c'est pas de manger moins gras, c'est de manger mieux gras et surtout d'éviter le sucre. Alors,
quand je dis éviter le sucre, c'est surtout les sucres qu'on connaît, raffinés, les sucres rapides, les bonbons, les viennoiseries. Et ce qui va être très intéressant, c'est d'essayer de lisser au maximum la glycémie avec une alimentation plutôt à IG bas pour éviter les pics d'insuline, parce que l'insuline, c'est l'hormone que va sécréter le pancréas pour faire, en tout cas, maîtriser la glycémie dans les normes. Mais cette insuline, il ne faut pas oublier que c'est une clé de stockage. Donc elle va stocker ce sucre en excès sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles. Et si on consomme et qu'on a de grandes variations de glycémie, eh bien on va beaucoup stocker. Et ça, c'est quelque chose qui ne pardonne pas après 40 ans et plutôt même après 45 ans, on va avoir tendance à stocker énormément. Donc, protéines, les mieux gras, les bons gras, et puis une alimentation plutôt IG bas. Ça, c'est vraiment pour moi, et les fibres bien sûr, mais ça, c'est pour moi, ça va de pair, c'est de toujours consommer un maximum de légumes dans l'assiette et d'avoir une grande variété d'aliments dans ses assiettes. Ouais, très bien et c'est un très, très bon rappel et moi j'ajouterais juste pour, les personnes qui nous écoutent parce que souvent en fait, nous en tant que professionnels, on sait ce qu'on veut dire, mais tu vois, là je sais que quelqu'un qui connaît pas forcément, il va se dire: «Ah, il faut que je mange que IG bas» et c'est pour ça que je veux faire un rappel là-dessus parce que comme, plein de choses, quand on parle d'une alimentation à IG bas, il faut déjà savoir que c'est de base comment manger à l'ancienne, c'est comme ça qu'on mangeait et que c'est pas il faut pas regarder en fait, pour moi, c'est assez, comment dire? C'est un piège, les fameux tableaux là avec IG, élevé machin, parce que tu as beaucoup de fruits qui vont être à IG haut, alors que bon, les fruits, en modération, mais on en a besoin, c'est très bon pour la santé, et on va avoir justement donc des fois des préparations très transformées à IG bas, justement pour les personnes diabétiques ou quoi et donc ça peut porter à confusion. Donc moi, je voulais juste faire un petit rappel sur le fait que déjà, c'est pas l'aliment, mais c'est votre repas et votre alimentation générale. Donc rien qu'en ajoutant les protéines, comme tu as dit, et avoir suffisamment de fibres, ce sont deux choses qui viennent déjà naturellement réguler l'index glycémique de votre repas, d'où l'intérêt d'éviter tout ce qui est toujours ultra transformé, ultra raffiné. Donc clairement, c'est quelqu'un qui va manger un plat de pâtes ou de riz blanc tous les jours, sans fibres à côté, sans protéines, etc. Alors que quelqu'un qui va manger même on va dire la pomme de terre qu'on diabolise beaucoup parce que IGO, voilà. Mais si la pomme de terre est accompagnée d'un filet d'huile d'olive avec des protéines, des légumes à côté, en fait, le repas de manière générale sera un index glycémique bas modéré en fait. Donc ça, c'était juste le petit point pour être sûr que les personnes ne se disent pas il faut absolument que je mange que ce qui est à IG bas et dès que c'est IG haut, hop, c'est fini, je n'en mange plus. Voilà, parce que ça peut amener aussi à de l'orthorexie d'une certaine façon. Donc voilà, je me permettais juste de faire ce petit point de rappel pour pas qu'elle tombe justement dans ça et qu'elle se frustre pour ça, quoi. Tu fais bien, c'est important de le rappeler. Et maintenant, donc, la petite partie naturo. Moi, je serais très curieuse, on va voir si on a les mêmes, mais je serais très curieuse de savoir quel est, selon toi, le top 5, voilà, des plantes pour aider justement durant que ce soit les troubles féminins, mais là plus particulièrement durant ces fameux changements hormonaux qui ont lieu du coup entre la périménopause et la ménopause. Question difficile, parce que ça dépend aussi des situations, mais déjà tu l'as cité tout à l'heure, c'est la maca du Pérou, qui est un véritable couteau suisse pour les femmes de manière générale, mais surtout au moment de la ménopause, parce c'est une grande régulatrice hormonale, elle peut agir sur les surrénales, effectivement, sur l'équilibre aussi des hormones sexuelles, elle peut jouer aussi par exemple sur la sécheresse vaginale ou des muqueuses, elle peut augmenter la libido, etc. Donc c'est vraiment une très belle plante pour les femmes au moment de la ménopause, elle peut servir à beaucoup de choses, elle est facile à prendre alors moi je la conseille plutôt en poudre qu'en gélule. Parce qu'en gélule elle est très chère, en poudre elle est beaucoup plus abordable. Bon, par contre c'est pas au goût c'est pas top, mais dans un smoothie par exemple ça passe très bien. Un smoothie du coup qui va permettre aussi d'apporter un petit peu de fibres selon ce qu'on va mettre dedans aussi, hein. On peut mettre des légumes, on n'est pas obligé de mettre que des fruits, mais en tout cas voilà, la maca c'est une super plante. Il y en a une seconde que j'aime beaucoup, c'est l'ashwagandha.
Là aussi, grande régulatrice au niveau du système nerveux, endocrinien. C'est voilà aussi une adaptogène. Donc là encore, les surrénales épuisées, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve de manière générale chez les femmes au moment de la ménopause. Elle va jouer aussi sur les troubles de l'humeur, etc. Donc moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Et après, pour les 3 autres, alors je dirais que ça va dépendre des cas. Et quand je dis que ça va dépendre des cas, ça va être de voir un peu dans quelle situation va être ma consultante. Déjà, est-ce qu'elle a des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant ou pas? Auquel cas, je ne vais pas m'orienter forcément sur les mêmes plantes. Mais si, par exemple, elle n'a pas d'antécédents, il y a la sauge, qui est aussi une très belle plante pour la femme, mais voilà, qui est déconseillée s'il y a des antécédents, et à juste titre, puisque bon, c'est une plante qui est quand même assez œstrogène-like, c'est pas la plus puissante étant le houblon, hein, c'est vraiment celle qui va être la plus active à ce niveau, et donc là aussi, qui est très intéressante, mais qu'on va déconseiller s'il y a des antécédents personnels ou familiaux. On a l'acté à grappe noire aussi, qui peut être intéressante là chez les femmes qui vont avoir des antécédents. Donc c'est une des rares plantes qu'on va pouvoir utiliser, qui va être très active sur les bouffées de chaleur, sur l'hypertranspiration aussi. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai envie de dire que la maca et l'ashwagandha, elles sont vraiment très bien pour réguler le système nerveux, les surrénales, mais aussi elles agissent sur d'autres choses. Et puis après, selon les cas, eh bien, je vais voir un petit peu vers quelle plante je vais me diriger. Mais c'est vrai que les plantes, bon voilà, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y en a plein. On a le gâtillier aussi, qui est très intéressant pour réguler, là aussi, le rapport entre LH et FSH, le déséquilibre œstroprogestatif, qu'on va pas donner non plus dans tous les cas, mais en tout cas au moment de la préménopause et périménopause, on peut la donner assez facilement, et qui permet là aussi de réguler les cycles et de faire en sorte qu'on ovule jusqu'au bout, parce que l'ovulation, c'est pas juste pour avoir les règles ou être fertile, c'est aussi le moyen par lequel on va fabriquer nos hormones. Et ces hormones n'ont pas juste des effets sur le physique et le déclenchement des règles, mais aussi sur le psychisme, comme je le disais tout à l'heure. Donc je crois que j'en suis à 6 là du coup. Mais voilà, en gros, voilà, maca, ashwagandha, sauge, houblon, lacté à grappe selon les cas, et puis le gâtillier qui est aussi une plante intéressante. Ok, bah déjà on en a beaucoup en commun. C'est vrai que moi les plantes adaptogènes j'utilise beaucoup, même si la maca n'est pas vraiment reconnue comme étant adaptogène. Mais et là où j'ai vu la différence par contre, et c'est vrai que c'est un point dont on parle pas assez sur la maca, c'est que moi celle que je prends pour ma maman, c'est bien la Lepidium peruvianum, je sais pas comment on dit en latin, mais bon, t'as compris. Alors que la plus répandue, c'est la Méiénie. Et c'est pas celle qui va être utilisée, qui va avoir un impact, je trouve, sur la santé hormonale. Alors que l'autre, mais c'est vraiment incroyable les résultats. Je l'ai utilisée sur plusieurs personnes, justement, qui étaient dans cet état avec les bouffées de chaleur, les prises de poids et tout. Mais ça a été le jour et la nuit. Alors que la Méiénie, elle, c'est vrai que je la recommande plus en guise de pour la vitalité, Tonique. Voilà, exactement. Ouais. Alors que sur la sphère hormonale, ça vraiment celle du Pérou. Et c'est vrai que c'est pas celle qu'on va trouver facilement. Donc voilà, c'était une petite précision. Et j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi, c'est vrai que j'ai pas c'est rare hein, que j'ai eu des personnes, que ce soit en tout cas pour des problématiques de préménopause ou ménopause. Mais c'est vrai que pour les femmes, on va dire, avec le cycle classique, j'utilise beaucoup le bourgeon de framboisier. Et donc je voulais voir si pour ces périodes-là aussi, ça pouvait être intéressant ou pas, vu que c'est un régulateur et qu'il équilibre, qui vient pas être œstrogène-like ou progestérone-like comme le font certaines plantes. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que j'utilise moi aussi beaucoup les bourgeons. Parce que je trouve qu'on a une très belle efficacité. On n'est pas sur des gélules, parce que des fois, à force de prendre des gélules, on n'en peut plus. Donc, c'est une formule, voilà, une forme qui est assez simple à prendre et qui agit bien. Donc, effectivement, on a des bourgeons qui sont intéressants au moment de la ménopause. C'est le cas du framboisier que tu viens de citer, c'est le cas de l'érel, ça peut être le pommier. Et puis après, selon les problématiques, on peut en ajouter d'autres. Alors, le framboisier, effectivement, lui attribue une réputation d'œstrogène-like. Et donc, on le déconseille souvent en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Dans les faits, tu as raison sur le fait que ce serait plutôt un régulateur hormonal plus qu'un œstrogène-like. Et donc, qu'on pourrait, en théorie,
bien le proposer, même aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Donc ça, après, bon voilà, il faut l'expliquer. C'est vrai que les bourgeons, c'est toujours aussi compliqué d'avoir des études complètes, etc. là-dessus. Mais dans les faits, oui, c'est un bourgeon qu'on peut donner, effectivement, en cas de, donc soit de manque d'œstrogène, donc plutôt en période de périménopause, ou pour rééquilibrer effectivement le cycle. Et ça va être plutôt un régulateur plus qu'un œstrogène-like, tout à fait. Mais les bourgeons, oui, ça fonctionne très très bien. Contrairement à ce qu'on pense, on se dit « Ah, mais c'est que des gouttes de plante, etc. » Oui, mais c'est très puissant parce qu'on a vraiment tout le totem de la plante, donc ça agit vraiment de manière holistique aussi. C'est ça qui est intéressant. Exactement, bah voilà, au moins je le saurais. Moi, j'avais jamais vu cette histoire comme quoi il était vraiment œstrogène-like. J'ai toujours lu qu'il était justement rééquilibrant de l'axe hypophyse et au niveau des ovaires. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup et souvent ça fonctionne quand même très bien lorsque l'origine est vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Donc c'est intéressant de savoir, tu vois, je savais même pas qu'on en disait que c'était un œstrogène-like. Si, dans la littérature, c'est ça qui est Ouais. dommage aussi, c'est que, alors, c'est le cas aussi pour certaines plantes. Il y a des plantes ou même des huiles essentielles qu'on suspecte, entre guillemets, d'être œstrogène-like, donc ça, on le sait, mais on ne sait pas si elles ont une activité œstrogénique, c'est-à-dire en mimant quelque part l'action de nos œstrogènes et donc en rajoutant, entre guillemets, ou si au contraire, elles vont bloquer le récepteur, faire en sorte que nos hormones naturelles, notamment les œstrogènes, ne puissent pas venir se fixer dessus, et auquel cas c'est plutôt un effet régulateur. Parce que même si, entre guillemets, la molécule vient se fixer sur le récepteur, elle n'a peut-être pas une action aussi œstrogénique que l'œstrogène hormonal naturel. Et auquel cas, ce serait plutôt intéressant de savoir si on est plutôt effectivement dans cet effet régulateur ou vraiment cet effet œstrogène-like franc, on va dire. Ça, c'est compliqué, et encore une fois, pour mener des études sur les plantes, comme derrière, certaines ne peuvent pas être brevetées, etc., c'est toujours très compliqué. Donc, par précaution, on dit toujours attention en cas d'antécédents, etc. Mais dans les faits, je pense qu'on prend peut-être beaucoup trop de précautions et que beaucoup de femmes pourraient profiter de ces effets bénéfiques. Mais voilà, la législation étant ce qu'elle est, nous, on se doit d'être très précautionneux sur tout ça. Oui, bah c'est ça, et c'est comme le fameux soja dont j'ai fait un long épisode, un long article, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues là-dessus et qu'il y a beaucoup de précautions qui sont surévaluées comme tu l'expliquais, alors qu'il y a bel et bien un effet régulateur au niveau des œstrogènes, et donc ce qui fait que c'est un aliment parfait aussi bien que ce soit qu'on a dans nos cycles, ou quand on arrive justement à ce changement et qu'on soit même en ménopause, et que ça aide beaucoup de femmes justement, même par l'alimentation, à réguler. Après, évidemment, comme je l'avais expliqué, c'est une question de qualité, une question de quantité, enfin toujours de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup mettre les choses dans des cases, et des fois on se demande vraiment pour quelles raisons, parce que voilà, il y a des fois tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose derrière qui pousse justement à amener vers ces précautions-là, alors que c'est des choses qui sont utilisées depuis très très longtemps, sans problématique. Mais évidemment, après, il y a d'autres plantes, comme par exemple la sauge, où là c'est vraiment clair, net, on connaît effectivement les effets. Mais voilà, c'est important effectivement de le rappeler. On voit clairement ton expertise là-dessus. Et justement, parce que tu as plusieurs programmes, évidemment, et tu en as un dans cette thématique qui s'appelle Power Ménopause. Est-ce que tu peux nous le présenter? Est-ce que tu peux nous en dire plus, savoir un petit peu voilà, en quoi il consiste et tout, voilà. Alors oui, je peux t'en parler, d'autant plus qu'il y a une petite actualité dessus, justement, qui devrait sortir, je pense, en juin. Alors effectivement, j'avais créé ce programme Power Ménopause, donc reprenez le pouvoir sur la ménopause. L'idée, c'était voilà, d'être actrice de sa ménopause et de plus la subir, c'était vraiment l'idée. Parce que justement, j'avais beaucoup de demandes de consultation, que comme tu le sais, on peut pas prendre beaucoup de consultations par jour parce que c'est très épuisant, chronophage, parce qu'on est vraiment 100% dédié à ça. Et donc, j'avais créé ce programme pour essayer d'accompagner plus de femmes. Ça a été un véritable succès, puisque en 3 mois, toutes les femmes qui ont suivi ce programme ont eu des améliorations significatives, voire pour certaines très significatives. J'étais d'ailleurs la première étonnée de me dire que voilà, un programme qui tourne entre guillemets avec des vidéos, des supports, mais il y a quand même un suivi personnalisé derrière, pouvait donner autant de résultats. Mais ce programme, effectivement, avait un certain coût, et donc beaucoup de personnes ne pouvaient pas
aussi se l'offrir malgré le fait que je proposais une facilité de paiement. Et donc j'ai décidé, donc là c'est une avant-première parce que j'en ai encore pas parlé, je vais commencer à en parler la semaine prochaine. En fait j'ai décidé un petit peu d'éclater ce programme et de proposer autre chose. De proposer quoi ? Un site de membres, c'est-à-dire donc un tout petit prix, sans engagement, pour que les femmes puissent venir chercher les conseils dont elles ont besoin selon la phase dans laquelle elles se trouvent. Certaines sont en préménopause, certaines découvrent le sujet, d'autres sont en périménopause, d'autres sont en ménopause, dont ont déjà passé ce cap. Et chacune va avoir des besoins qui vont être différents en termes d'information, en termes de mise en place de solutions, etc. Et puis, il y a toujours ce souhait chez moi de pouvoir aussi créer une communauté de femmes autour de ce sujet. C'est ce que j'avais fait avec la première version du programme en ligne pour le coup. On avait un groupe Facebook sur lequel on échangeait, on avait des lives très régulièrement parce que l'expérience des unes bénéficie aux autres. Donc ça, c'est aussi très important, puis de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Parce qu'il y a quand même si on en parle de plus en plus, encore beaucoup de tabous sur ce sujet. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne parlent pas de la ménopause à leur conjoint ou à leur mari. Il faut le savoir. Donc il faut se dire quand même, ça a des répercussions importantes. Il faut essayer de libérer la parole sur ce sujet. Donc je relance Power Ménopause, mais sous forme de site de membres ou contre on va dire un petit abonnement mensuel assez modique. Eh bien, les femmes auront de l'accès à de l'information, du contenu, selon l'étape dans laquelle elles vont être, pour les aider justement à transformer cette étape, en tout cas cette période de leur vie. Et puis surtout, et ça c'est vraiment très important pour moi, de leur dire que elles n'ont pas qu'à la subir, qu'elles peuvent aussi agir et être actrices dessus. Super, franchement c'est génial et en plus voilà, je connais ton sérieux, je connais ton expertise et franchement ça fait plaisir et comme tu l'as dit, c'est important. Moi de toute façon, j'ai pris l'option d'arrêter complètement pour le coup les consultations individuelles. Donc je comprends ce besoin de devoir un petit peu faire autrement et tout en continuant à aider les personnes qui sont dans ce besoin-là. Et ça prouve effectivement que lorsqu'on adapte bien, on peut quand même proposer un programme, proposer quelque chose qui est en ligne et qui n'est pas forcément une consultation individuelle et qui puisse être quand même adapté aux besoins lorsqu'on connaît bien le sujet. Donc franchement, c'est génial et j'espère que ça va aider toutes les femmes qui auraient ce besoin-là, qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Et donc on arrive à la fin de l'épisode qui était génial parce que comme je t'ai dit, moi c'est pas vraiment mon sujet de prédilection et ça m'a appris beaucoup de choses, donc je te remercie déjà à titre personnel et je me doute que les personnes aujourd'hui qui écoutent, je pense, seront ravies également. Mais pour terminer, est-ce que tu aurais soit un petit conseil, alors que ce soit sur ce sujet ou autre, n'importe, ou un petit mot, quelque chose que tu aimerais en fait partager aux auditrices, aux auditeurs d'aujourd'hui? Alors oui, c'est une idée générale dont je parle un peu tout le temps, mais il y a deux choses. Déjà, c'est qu'on sous-estime l'importance de l'hygiène de vie et de l'alimentation dans les problématiques de santé qu'on peut avoir. Souvent, on va chercher une cause extérieure. Voilà. Ah pas de chance, il m'est tombé ça, j'ai attrapé ça, etc. Non, souvent c'est votre hygiène de vie et votre alimentation qui n'est pas adaptée, entre guillemets, à la santé, à votre bien-être, qui fait que vous allez tirer sur la corde et vous allez déclencher ou avoir telle ou telle problématique. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième, c'est que souvent, on vient vers la naturopathie, mais ça peut être la réflexologie plantaire, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda, peu importe. On vient souvent vers les approches complémentaires quand on a tout essayé. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est on va prendre le médicament qui va certes agir et masquer certains symptômes, mais dès qu'on l'arrête, souvent quand on est en tout cas sur des troubles hormonaux, ça va revenir. Et donc on va commencer à tester tout un tas de choses. En fait, il faudrait renverser cette pyramide. C'est-à-dire d'abord, quand il y a une problématique, vous intéresser à l'hygiène de vie, à votre alimentation, aller voir du côté des plantes, puis de la micronutrition et enfin le médicament. Alors évidemment, hors cas d'urgence. Bien sûr, s'il y a une urgence, il n'y a pas de questions à se poser. On va chez le médecin et on prend évidemment le médicament. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends l'exemple des troubles du cycle, par exemple, aujourd'hui, on le sait, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de prendre une pilule contraceptive. Une pilule contraceptive ne va pas régler un déséquilibre hormonal, elle va le masquer. Et le problème, il est là, c'est que quand les personnes vont arrêter cette prise de pilule parce qu'elles avaient un déséquilibre hormonal au départ, eh bien évidemment que le déséquilibre hormonal survient de nouveau et parfois bien pire qu'à l'époque où il était survenu une première fois. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de remonter à la cause des problématiques. C'est ce que nous faisons en naturopathie. Il y a d'ailleurs un principe fondateur de la naturopathie qui s'appelle le causalisme. Et aujourd'hui, on assiste un peu, tout ça a été repris par les codes du marketing, de l'influence santé, etc., où on fait de l'antisymptomatique naturel avec des compléments alimentaires, etc., mais sans aller chercher la cause du problème. Donc, effectivement, les compléments alimentaires, les plantes, la micronutrition, ça fonctionne, c'est essentiel, je ne vais pas dire le contraire, mais si vous les prenez sans aller voir ce qu'il faut aller modifier dans votre hygiène de vie ou votre alimentation, ça ne sert à rien. L'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi un peu le tort des réseaux sociaux, c'est que avec les partenariats, les collaborations, etc., en tant que naturopathe, on est vu comme des pourvoyeurs de compléments alimentaires, mais notre métier va bien au-delà et c'est pas ça l'essentiel. C'est, on est des éducateurs à la santé au sens large et à l'hygiène de vie et j'y tiens. Ouais, sur ça, je te rejoins et tu le sais parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois en privé toutes les deux. Et c'est ce que je dis donc quasi à chaque épisode et régulièrement, c'est la notion de se responsabiliser, en fait, tout simplement, de comprendre qu'on a un rôle dans notre santé, on a le rôle principal, on est acteur de notre santé, mais là, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Et c'est important effectivement d'aller chercher, de comprendre parce que en fait on est les premiers concernés. Donc de se responsabiliser, de chercher la cause effectivement comme tu le dis, et c'est vrai que je le dis régulièrement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de naturothérapie, allopathie verte, on appelle ça comme on veut, mais voilà, au lieu de prendre ce médicament, on prend telle plante, mais on va pas nécessairement chercher le pourquoi du comment et agir dessus. En plus de tout simplement déjà agir sur son environnement, son hygiène de vie dans tous les sens du terme, aussi bien physique que psychique. Et alors que c'est fondamental déjà de commencer par là, c'est la base, de bien dormir, d'être quand même suffisamment en mouvement, quel qu'il soit, mais de quitter la sédentarité, bref, toutes ces choses qu'on répète tout le temps. Mais c'est tellement plus simple de prendre une gélule que du coup, beaucoup zappent ça et pensent que les gélules, que ce soit allopathiques ou même naturelles ou ce qu'on veut, vont être miraculeuses alors que non, ça ne marche pas comme ça. Et comme tu l'as dit, si on prend quelque chose qui masque le symptôme, quelle que soit l'origine de ce complément, en fait, si on résout pas le problème, ça va finir par revenir. Donc ouais, c'est une très très belle note de fin, je trouve, qui correspond parfaitement à, on va dire, à la mentalité et la philosophie, si je puis dire, de ce podcast. Donc voilà, franchement, je te remercie encore, Céline, pour cet échange, tous ces conseils, parce que tu nous as partagé quand même beaucoup de choses que les personnes qui écoutent aujourd'hui peuvent appliquer dès maintenant. Et ça, c'est vrai que j'aime ce petit côté-là. Donc je te remercie encore pour ta présence et tout ton savoir que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Marina, pour ton invitation. Et puis, c'était un plaisir de te retrouver puisque nos cours sur les bancs de l'IFSH datent un petit peu et les conversations un petit peu animées, passionnées qu'on pouvait avoir parfois aux pauses me manquent beaucoup. Donc, c'était super de pouvoir te retrouver ici. Avec grand plaisir. Peut-être à bientôt alors. À bientôt.